Tous les jours dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires par le menu. Souvent le même, entrée, plat, dessert. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous invitez à la table des tyrans où les plus grands ont leur ronde serviette. Ah oui, mais vraiment, je me suis bien amusée avec ce livre, la table des tyrans. C'est très enlevé, très bien écrit, très drôle, très très complet. On apprend des choses invraisemblables sur ces messieurs. Alors on se met à table avec Staline, Mao, Bokassa, Ceausescu, Saddam Hussein. Hein. Et la caractéristique de ces messieurs, c'est que tous sont nés dans des familles assez pauvres et tous ont eu des enfances marquées par la faim. Donc évidemment, après, quand vous avez tout pouvoir, eh bien, votre table s'en ressent. C'est pas pareil exactement avec Hitler, parce qu'Hitler, il sortait d'une famille de la petite bourgeoisie. Donc lui, il a vraiment manqué de tout, mais une fois qu'il a quitté sa famille. Là, il a connu la faim et la soupe populaire, Hitler aussi. Hein. Alors, vous parliez de plat, dessert, entrée dans ce livre. On commence en fanfare avec Mao, auteur de la formule restée fameuse, la révolution n'est pas un dîner de gala. Bah, écoutez, avec lui, c'était peu de le dire. Je cite l'auteur Christian Roudeau. Durant les 3 années noires, Mao n'a pas été nourri comme son peuple de rats crevés, de mauvaises herbes, d'écorces d'arbres. Ses cuisiniers n'ont pas eu à faire mijoter les membres décharnés de ses voisins, de ses parents ou de ses propres enfants morts de faim. Parce que la grande famille en Chine, on estime que c'est 30 à 40 millions de morts. Hein. Et un peu comme les grandes années du stalinisme en Ukraine, où il y a eu des millions de morts aussi, on crevait de faim pour montrer qu'en Russie, en Union soviétique, on produisait beaucoup de blé. Alors, Mao, pendant la Grande Famille, pour la galerie, fait la quand grande même... famine, famille, parce que la grande j'ai dit famille, oui. Pour la grande Pendant famille, la bon, grande c'était une grande famille, hein, mais... La grande famine, il s'est quand même ostensiblement privé de son plat préféré. Oh, le porc gras cuisiné à la Yunnan. Mais il s'est bourré de poisson en douce, donc lui, il a pu manger. Il n'aimait, Mao, que la cuisine chinoise. Il refusait la plupart des grands dîners donnés en son honneur, ou alors il s'arrangeait pour surtout ne toucher à rien. Et il aimait une cuisine très locale. Il aimait que les plats de sa région, hein, les plats campagnards. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'il avait une vision idéologique de la table. Le piment dont il usait et abusait symbolisait à ses yeux le feu révolutionnaire. Le piquant du poivre rouge qui enflamme le palais et l'estomac teste le métal dont est fait un vrai communiste. Et il considère que les mets peu relevés trahissent à l'inverse un caractère insipide et une mollesse coupable, voire droitiste. Alors, tous les deux là, hein, un Suisse et un luxembourgeois. Ah oui, alors moi, je suis d'une mollesse coupable. Oui, ben voilà. Moi, je suis à mon complètement avis... communiste. Hein. J'adore quand c'est très relevé. ça, c'est Moi, vrai. je me découvre une fibre communiste. Oui. Ah, voilà pourquoi il y a un combat de titans idéologiques autour de la table, bien sûr. Alors bon, est-ce que vous êtes d'une mollesse droitiste ou est-ce que vous aimez le piment? Écoutez, chers auditeurs, à vous de vous déterminer. Alors ensuite, nous avons Bokassa. Bokassa, c'est un militaire. Les longs repas, c'est pas fait pour lui. Il est comme De Gaulle, 45 minutes, ou comme Napoléon d'ailleurs. Écoutez, merci de ne pas comparer Bokassa à De Gaulle. Moi, je vous parle de leur attitude. Je vous parle de leur attitude à table, voilà. Donc Bokassa, lui, ce qu'il aimait, c'est la viande grillée, les feuilles de manioc. C'était son ordinaire. Hein. Toutes sortes de viande. Non, en fait, non. En réalité, il a beaucoup plus d'appétit sexuel que d'appétit tout court. Il avait 17 épouses et il revendiquait 56 enfants. Hein. Prenez-en de la graine. Hein. Bon. Pour lui, ce qui comptait, en revanche, c'était le flacon, pas l'ivresse. Parce que tout ce qu'on mangeait chez lui était très, très mauvais, mais servi dans de la magnifique vaisselle. De la porcelaine fine, des chandeliers d'or. Tout ça acheté à Paris avec notre argent. Ouais, au moment du sacre, 4 décembre 1977, c'est quand même pas un hasard. Hein. Le 4 décembre, 2 décembre, c'est le sacre Napoléon. 5 décembre, c'est Austerlitz. Donc le 4 décembre, le coût total des festivités du sacre sera estimé à 7 milliards de francs CFA, soit 140 millions de francs français. Mais pour ce prix-là, vous aviez de l'antilope sauce grand veneur. Pas dégueu. 2500 invités, 60 000 bouteilles de vin et de champagne qui ont fait le voyage de France, une pièce montée qui n'a guère supporté les températures tropicales, parce qu'il faisait à peu près 40 degrés. Alors l'édifice crémeux, nous raconte l'auteur, dégouliné lamentablement sur sa base avant même d'avoir été entamé. Et le sac de Bokassa, en une journée de fast, c'est environ un quart du budget annuel du nouvel empire, un empire peuplé de 2 millions d'habitants.
habitants, c'est le quart du budget qui est passé le temps du sacre. Alors, Stéphane a l'air de connaître ça par cœur. Après la chute de Bokassa, on l'a accusé d'être un cannibale. Il gardait des morceaux de chair humaine dans ses frigos pour les offrir à ses copains africains, bien sûr, comme il dit à Amin Dada. Et durant son procès, il s'est trouvé, bien sûr, du monde pour venir témoigner de tout cela. Et il a fait face à un cuisinier qui s'appelait Philippe Linguisha. Alors, Philippe Linguisha, qu'a-t-il dit à la barre du procès de Bokassa? Il a livré un témoignage glaçant sur les mœurs alimentaires de l'accusé. Il raconte lui avoir cuisiné un homme grillé, farci au pain et flambé au gin. Drôle d'idée, parce que quand on fait des tomates farcies, on fait quand même une bonne farce, la farcie au pain. C'est ça qui vous choque le plus dans cette recette. Flambé au gris. Flambé au gris. Bon. Non, mais je vous dis, la table des tyrans, c'est vraiment un livre passionnant, enlevé, bourré d'humour dans le chapitre. Le chapitre sur Ceausescu. Oui. Alors, là, il imagine l'auteur la devise « Travailler plus pour manger moins ». Alors ça, c'est tout à fait dans la ligne du journal Actualité roumaine, qui a imprimé cette vérité officielle dans son édition du 21 août 1980. Vous voyez, c'est pas si loin. La Roumanie compte actuellement parmi les 10 premières puissances du monde en ce qui concerne les calories disponibles par habitant. En réalité, les gens crevaient de faim. Et même, on ne sait pas si Ceausescu était conscient des comédies qu'on lui jouait, parce que parfois, quand il allait visiter une ville, un village, on mettait des fruits en polystyrène de toutes les couleurs pour faire croire qu'il y avait beaucoup de choses à manger. Lui, sur sa propre alimentation, il était complètement paranoïaque parce qu'il pensait qu'on voulait l'empoisonner. Alors, tous ses repas étaient analysés dans un laboratoire de campagne qui le suivait dans chacun de ses déplacements à l'étranger. Il avait un homme de confiance qui supervisait la nourriture présidentielle, qui était transportée de Roumanie dans des bacs scellés, réfrigérés, et qui contenaient aussi tous les aliments de base, le beurre, la farine, le sel, l'huile, le vinaigre. Tout le suivait quand il était en voyage. Et il avait acquis une tactique géniale pour faire semblant de manger quand il était invité. Donc il mâchouillait, il faisait des petites boulettes. Ensuite, il les mettait sous la table et il shootait dedans pour les envoyer chez les copains pour qu'on croie que c'était les autres qui n'avaient pas mangé. Enfin, évidemment, alors bon, vous avez trouvé Hitler et Staline à table, c'est pas triste. Enfin, Hitler, ça donne pas très envie de déjeuner avec lui. Alors que Bokassa, c'est vrai que ça nous avait donné envie. Bokassa, il y avait quand même des trucs plus variés. Bon, en tout cas, vous allez trouver aussi Saddam Hussein. Et lui, Saddam Hussein, sa spécialité, c'était il allait faire des inspections surprises des frigos de ses concitoyens. Donc tout ça était évidemment complètement arrangé, mais il arrivait par surprise. Ah, chez Stéphane Bern, il ouvre le frigo. Oh, mais c'est merveilleux, regardez, il y a tout. Et comme ça, les Saoudiens fascinés regardaient des frigos entiers de leurs concitoyens en se disant, mais ma parole, nous sommes quand même un pays prospère. Les Saoudiens se moquaient un peu de... pas les Saoudiens, les Irakiens. Les Irakiens, oui, décidément, non, j'ai pas assez mangé. Je suis à la limite de la crise d'hypoglycémie. Et on pourrait peut-être m'offrir, comme à Saddam Hussein, pour son dernier repas, un petit peu de homard, par exemple. Son dernier repas ? Oui. Ah oui, il a choisi le homard. Il a eu du Oui, c'est beau de partir comme ça. Homard m'a tué. Bon appétit.